Bienvenue à Psy Télévision, votre chaîne, dans l'émission Populi. Cette émission qui traite l'actualité, différentes thématiques. Cette émission qui éduque, qui forme, qui informe. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Jackson Lokadi Njate, avocat de son État. Avec lui, nous parlons de quelque chose de très important à savoir entre la révision et les changements constitutionnels. Maître Lokadi, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, M. Clément Kingombe. Merci pour l'invitation et mes salutations à tous ceux qui nous suivent à la maison. Très bien. Alors, j'aimerais d'abord avoir un aperçu si on devrait vous présenter. Que diriez-vous vous-même? Merci beaucoup. Alors, j'aime pas trop parler de moi-même, mais je suis M. Lokadi Njate Jackson. Voilà, je suis avocat. Peut-être que vous l'avez dit tantôt, je suis aussi assistant à l'Université protestante au Congo. Et on est dans les domaines de former justement la jeunesse congolaise, raison pour laquelle on est venu en séjour apporter, notre petite pierre à l'édifice. Alors, comme on aborde ces grands thèmes sur la constitution de notre pays, juste éplucher un peu la définition, la compréhension de ce qu'on appelle constitution. Merci beaucoup pour cette... je ne sais pas si je dois appeler cette question, mais lorsqu'on parle de la Constitution, alors il y a beaucoup de définitions sur ça. La Constitution est tantôt appelée la loi mère, la loi suprême, mais moi je préfère appeler ça le pacte de mariage, le pacte entre gouvernants et gouvernés. C'est-à-dire c'est la Constitution qui nous constitue. Au début de l'État, il y a la Constitution. Autrement dit, il n'y a pas d'État sans Constitution. C'est-à-dire, l'existence même de l'État commence avec le droit. Pourquoi? Parce que c'est le droit qui vient justement mettre des bornes, mais surtout, là, nous parlons du droit constitutionnel, répartir les tâches et évidemment organiser les institutions de la République. Donc, c'est un droit, le droit constitutionnel évidemment, éminemment important. Pourquoi? Parce que l'ossature sociétale est basée sur ça. Raison pour laquelle les constitutionnalistes disent que renverser l'ordre constitutionnel, c'est plonger la nation dans les désordres. Waouh! Quel bel aperçu de cette compréhension constitutionnelle. Merci. En tout cas, ça va aider beaucoup de téléspectateurs. En quelques mots seulement, vous avez la bonne compréhension. Alors, maître, j'aimerais savoir, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on parle aujourd'hui des tentatives de la révision de la Constitution. Certains, ou d'autres diraient même, changement de la Constitution. D'emblée, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En fait, moi comme spécialiste, parce que je suis chercheur dans ce domaine, et la Constitution, j'aimerais commencer au début, c'est-à-dire au commencement. Allez-y. La Constitution est élaborée par le pouvoir constituant originel. Alors, dans un État, logiquement, aucune autorité n'a le niveau du pouvoir constituant originaire. Pourquoi? Parce que c'est ces pouvoirs-là qui nous constituent. Voyez-vous? Alors, ces pouvoirs, lorsqu'il élabore la Constitution, c'est le même pouvoir qui prévoit les mécanismes de la révision constitutionnelle. Et la révision de la Constitution est opérée par les pouvoirs constituants dérivés ou des révisions. Alors, ces pouvoirs des révisions ne s'exercent pas comme le pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire n'a pas de limites, si ce n'est des limites qui sont fixées par le droit international. Parce que nous parlons de la notion de l'internationalisation du droit constitutionnel. Voyez-vous, il y a des normes. Lorsque vous élaborez votre constitution, ce n'est pas parce que vous êtes des Congolais que vous allez vous réveiller un matin, vous mettez en place une constitution qui ne respecte pas des normes. En parlant de ça, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dispose que tout État qui a une constitution qui ne garantit pas les droits et libertés fondamentaux des citoyens n'a pas de constitution.
Voyez-vous, c'est comme ça que j'avais parlé de la notion de l'internationalisation du droit international qui finit par la nationalisation des droits constitutionnels. Très bien. Allez-y. Alors, je dirais, par rapport à ce que vous expliquez déjà, quand on élabore une constitution, donc on se base d'abord sur des procédés et des notions internationaux, donc des procédés, notions et procédés internationaux. Il y a une procédure comme vous expliquez là. Alors, notre constitution, la toute première, quand on revoit les passés colonialistes et puis l'indépendance, a été élaborée sur base de quoi? De nos coutumes ou bien sur base de l'Occident? Notre constitution a été élaborée sur base de nos réalités. N'en déplaise à certains, voilà, qui divaguent dans d'autres sens. Voyez-vous, depuis que le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale, l'RDC a connu 7 constitutions. 7 dans 64 ans. Là, en droit constitutionnel, on appelle ça une inflation de la production constitutionnelle. Une inflation. Une inflation. Alors, il y a... C'est un mot que je connais souvent dans l'économie. Hein. Moi, je ramène ça en droit constitutionnel, ça existe. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel le mouvement brownien. Déconstitutionnalisation, déconstitutionnalisation et réconstitutionnalisation. C'est-à-dire, on se dote aujourd'hui d'une constitution, demain on s'en débarrasse, et puis on se dote encore d'une autre constitution. Alors lorsque vous voyez un État fonctionner de la sorte, cet État-là a normalement, sérieusement, un problème existentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous changez des constitutions à tout vent, c'est impossible d'avoir des institutions fortes. Ou stables. Stables. Au fait, dans la logique des choses, on n'élabore pas une constitution pour la changer. Non. C'est comme ça que dès l'entrée des jeux, j'étais en train de vous dire que le pouvoir constituant originel est au-dessus de tout le monde dans une république. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Les compétences qui sont exercées, dévolues au président de la République, c'est les constituants qui lui a assigné ces compétences. Voyez-vous? Donc, en droit public, on dit la compétence est d'acquisition. Pourquoi? Parce que l'incompétence est la règle, la compétence étant évidemment l'exception. Vous ne pouvez pas poser les actes aujourd'hui d'un gouverneur. Pourquoi? Parce que cette compétence ne vous est pas dévolue. C'est ça, au fait, la logique des choses. Alors, l'RDC, j'étais en train de dire tantôt, connaît une inflation constitutionnelle. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous avons connu 7 constitutions, à telle enseigne que la RDC a connu des constitutions, le seul pays à avoir connu des constitutions provisoires. Quand vous parlez des provisoires, ça devient un peu, on peut dire, gravissime, même pas un peu, ça devient gravissime, puisque nous savons, comme vous avez dit là, on élabore une constitution, pas pour la changer, n'est-ce pas, mais pour renforcer la souveraineté de l'État, pour renforcer les institutions. Alors, quand vous parlez des provisoires, pourquoi vous évoquez ce mot-là? Donc, notre pays est souvent dans les provisoires ou quoi? C'est tout simplement que la RDC avait connu une constitution provisoire. Lorsque nous avons accédé à la souveraineté internationale, peut-être que par manque d'expérience, on avait besoin de l'expertise belge. C'est comme ça qu'on avait mis en place la loi fondamentale de 1960. Cette dernière était composée de 2 lois. La loi du 19 mai 1960 et la loi du 17 juin 1960. Pourquoi? Parce que la première loi organisait les structures du Congo. La seconde loi était venue pour garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Alors c'était juste une constitution provisoire. Parce que nous avons accédé, vous ne pouvez pas accéder à l'indépendance sans pour autant avoir la loi mère, la loi suprême. C'est quelque chose de vite fait, maître. Exactement. C'est la raison pour laquelle le 1er août 1964 a été mis en place la constitution qu'on appelait justement des lois Congo. Exactement. Alors, j'aimerais rapidement en profiter pour parler sur la notion de la bonne ou de la mauvaise constitution. Allez-y. Parce que certains disent, voilà... Aujourd'hui, vraiment, on veut comprendre
ces méandres et tous les contours par rapport à la Constitution. En tout cas, vous êtes les bienvenus, allez-y. Merci beaucoup, vous avez la bonne personne devant vous. Quand est-ce qu'on dit que la Constitution est bonne ou la Constitution est mauvaise? Ou encore, quelles sont les conditions qu'une Constitution est censée remplir pour être une bonne Constitution? Alors, la première des conditionnalités, c'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel les rythmes binaires. Les rythmes binaires. Exactement, une constitution doit avoir les rythmes binaires. C'est-à-dire? C'est justement les défauts qu'avait la loi fondamentale. La loi fondamentale n'avait pas respecté les rythmes binaires, à telle enseigne que la loi fondamentale n'organisait que le pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle on avait fini par ajouter la loi des 17 juin 1960 pour respecter les rythmes binaires. Le rythme binaire veut dire tout simplement qu'une constitution doit d'une part organiser le pouvoir politique, d'autre part garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc binaire, c'est au sens des sens alors. Exactement. Voilà. Alors, lorsqu'une constitution ne respecte pas les rythmes binaires, c'est une très mauvaise constitution. Parce que la mission principale d'une constitution, c'est la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Raison pour laquelle vous voyez les citoyens américains se promener avec leur constitution. Pourquoi? Parce que c'est leurs droits qui sont inclus là-dedans. Alors, ça, c'est la première condition. Et la deuxième? Lorsque j'essaie déjà d'examiner notre constitution, je vois évidemment que notre constitution respecte la première constitution. Les rythmes binaires. Exactement. Pourquoi? Lorsque vous recourez aux articles 10, aux articles 11, 12, on parle d'égalité de tous les citoyens. L'article 16 de la Constitution, on nous parle de la sacralité de la vie humaine. La vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Voyez-vous, j'ai parlé des droits et libertés fondamentaux. Il y a même des droits économiques que la Constitution prévoit, que l'État est censé nous assurer. Malheureusement, jusque-là, peut-être l'État tâtonne encore pour y arriver. Alors, sur ces plans-là, c'est parfait. Lorsqu'on essaie de voir l'organisation du pouvoir politique, la Constitution organise le pouvoir politique. L'article 68, par exemple, organise les institutions de la République. La première institution, c'est le président de la République. Lorsqu'on a un président, ce n'est pas une personne. Le président, c'est une institution. Nous avons le président de la République, raison pour laquelle nous allons en arriver. Vous voyez même l'article 218 commence, lorsque l'article 218 parle de l'initiative des gens ou soit des institutions à même de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. On parle aussi du président de la République. Directement par le président de la République. La toute première institution du pays. Exactement. La deuxième conditionnalité, allez-y, c'est que une constitution, une bonne constitution doit avoir une dimension normative. Cela veut dire quoi, normative, dans ce sens? Une dimension normative, c'est-à-dire que la Constitution est le socle du système juridique et judiciaire. C'est la Constitution qui fait asseoir toutes les autres lois par les mécanismes qu'on appelle les renvois constitutionnels à la loi. Alors, parlant de ça, nous avons la pyramide de Hans Kelsen qui nous pose les blocs de constitutionnalité. C'est-à-dire, dans une nation, la Constitution doit être au-dessus de toutes les autres normes. Pourquoi? Pour garantir le droit et libertés fondamentaux de chaque citoyen. C'est comme ça que... Raison pour laquelle, si jamais aujourd'hui on prenait une loi pour violer vos droits, nous pouvons l'attaquer devant la Cour constitutionnelle et elle sera déclarée inconstitutionnelle et écartée du système juridique. Maître Jackson Lokadi Njate, c'est bien dit, un jour on aura le temps dans une autre, je dirais même, une autre émission, mais ça serait la même émission dans un autre numéro, oui, pour maintenant parler de l'organisation judiciaire, parce que c'est aussi important dans notre pays, il y a quand même des désordres. Oui. Voilà. Alors, on veut maintenant savoir, au-delà de ce que vous avez expliqué, par rapport à ces déconditionnalités-là, comment la constitution de notre pays a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, j'en viens rapidement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension substantielle. La substance, la Constitution doit garantir le droit aux libertés fondamentaux. Je l'avais déjà dit. Ouais. La dernière dimension, c'est la dimension
institutionnel. La Constitution doit organiser les institutions. Je vous avais dit, les institutions ne tombent pas du ciel. C'est les constituants qui les constituent et qui le met en place. Avec le mécanisme de séparation des pouvoirs, tout ça. Exactement. Ça d'ailleurs, c'est la troisième conditionnalité. La troisième conditionnalité, la Constitution doit faire respecter le principe sacro-saint de la séparation de pouvoir posé par Montesquieu. Raison pour laquelle notre Constitution, déjà à partir de son article 49, pose clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant et du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. L'article 51 pose clairement que le juge n'a d'autorité dans l'exercice de sa mission qui est la loi. Voyez-vous? Donc, sur ces points, je confirme ici que la Constitution est bonne. Évidemment. Mais l'évolution de la Constitution dans notre pays, pour qu'aujourd'hui on arrive à voir si ça serait possible de la réviser ou de la changer. Vous avez dit que la Constitution est bonne, mais dans l'évolution, parce que chaque président qui vient veut quand même, toucher quelque chose ou manigancer à sa façon. Nous avons vu du temps de Mobutu, du temps de Mouzé Kabila, qui n'a pas pris assez de temps, peut-être n'a pas fait grand-chose, mais Joseph Kabila a des reprises et il a pu essayer excusez-moi l'expression simple et terre à terre pour aider beaucoup de gens. Il a pu essayer, n'est-ce pas, de pilcher à sa manière, de tirer les draps de son côté et tout ça. Et aujourd'hui, il est protégé pour ça. On n'a pas de problème avec Joseph Kabila, mais Tshisekedi aussi veut bouger la Constitution de façon peut-être à assurer sa protection après son pouvoir, son régime, si pas autre chose qui serait dans son secret. Alors, parlons de l'évolution de la Constitution. Vous, en tant qu'expert, en tant que scientifique, comment vous l'appréciez? Alors, la Constitution de 2006, du 18 février 2006, a fait ses preuves. C'est cette Constitution qui nous a permis d'avoir pour la toute première fois l'alternance au pays, au sommet de notre pays. Alors, j'allais dire qu'aucune constitution au monde n'est parfaite. Ça n'existe pas. Raison pour laquelle toutes les constitutions sont révisées et révisables. Autrement dit, aucune constitution n'est gravée dans le marbre. Toute constitution peut être révisée. Raison pour laquelle j'en viens. S'il vous plaît, je vous complète. Je vais vous relancer. Autrement dit, aucune constitution n'est comme la Bible. Exactement. Ce n'est pas une parole d'évangile. Exact. Au fait, la Constitution, j'irai pas jusque-là. Non, c'est ça la réalité. Au fait, il y a que la Bible qui demeure comme Dieu l'a édicté, l'a énoncé. On ne change pas parce que Jésus a dit. Donc celui qui retranche ou celui qui ajoute, qui connaît la punition qui est réservée, celui qui retranche ou ajoute, donc il n'aura pas de part avec lui dans les cieux. Donc il n'y a que la Bible qui demeure comme ça, parce que c'est là et l'œuvre de Dieu. Mais les œuvres humaines sont, comme on dit, perfectibles et on peut réviser à tout moment. C'est la raison pour laquelle j'avais dit aucune constitution n'est gravée dans les marbres. Alors, cela ne suppose pas que la constitution doit être révisée à tout moment. Non. On révise la constitution non pas pour satisfaire les intérêts des politiciens, mais pour renforcer la démocratie, pour renforcer l'état de droit, pour renforcer les constitutionnalismes. C'est justement la quatrième condition que j'allais donner. Les constitutionnalismes, qui est une doctrine philosophique qui prône la suprématie effective de la Constitution sur toutes les autres normes dans la société, afin de garantir le droit, encore une fois de plus, et libertés fondamentaux des citoyens. Curieusement, maître, quand on a à quelques moments, à quelques périodes de notre histoire, assisté à un spectacle désolant au niveau de ces conflits-là, excusez-moi peut-être l'expression d'un profane par rapport à vous, profane par rapport au droit, donc un conflit constitutionnel peut-être, ou qu'est-ce que vous parlez par rapport à ça. On a vu, il y a eu un camp d'opposants qui était en train de réclamer, vous vous souvenez, du temps du président Tshisekedi, quand il a dit renverser certaines choses au niveau de ces comités-là de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi.
on a parlé des violations de la Constitution. Alors, quand vous parlez du constitutionnalisme, on se demande par rapport à cet exemple-là. Et il y a d'autres exemples qui se passent dans la pratique même des institutions de notre pays. Nous en avons beaucoup d'exemples. Est-ce que le constitutionnalisme est respecté dans notre pays? Alors, je n'aimerais pas tellement entrer dans votre question parce qu'on va glisser. Si j'entre là-bas, on va glisser. Alors, il ne faut pas qu'on glisse un peu là. Bon, glisser, ça risque de nous prendre en tout cas beaucoup trop de temps. Alors, il y a les constitutionnalismes. Vous savez, la constitution sans la culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme. Voyez-vous, le fait pour la RDC d'échanger des constitutions comme des chemises prouve à suffisance que le constitutionnalisme fait défaut. Voyez-vous, les gens doivent avoir la culture de respecter la Constitution. C'est comme ça que, maître, sans vous interrompre, moi je vais aller quand même dans la pratique pour aider de nombreux téléspectateurs. Parce que cette émission, quand nous sommes en train de la faire, c'est surtout pour ceux qui nous suivent à la maison. Et il y a toute tendance confondue. Tout le monde n'a pas fait les droits comme vous. Tout le monde n'est pas expert comme vous. Joseph Kabila a glissé, vous le savez, en 2016. Jusqu'en 2018. J'espère que quand vous parlez du constitutionnalisme, cela n'a pas été respecté. Alors il y a eu ces grands changements au niveau de la Cour constitutionnelle qui a été tellement décrié par des politiciens et de beaucoup, on peut parler de beaucoup de juristes comme vous. Je ne dis pas forcément que c'était vous. Alors, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Par exemple, quelque part, la date électorale, n'est-ce pas, la date du scrutin qui glisse, tout ça. Alors, il y a un souci du constitutionnalisme dans notre pays. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment approfondir dans cette matière-là. Parce que je me souviens du président Abdoulaye Wade, alors qu'il fut en ce moment-là ministre des Affaires étrangères sénégalaises, quand il devait aider à faire donc concilier, n'est-ce pas, les frères congolais. Quand je parle des frères congolais, donc les politiciens, oui. À un moment donné, il en avait marre, il a déclaré que les politiciens congolais n'ont pas de culture politique. Parce qu'il avait vu qu'il n'y a pas respect des principes, etc. Oui. Et alors, les gens n'arrivent pas à faire des concessions. Voilà. Alors, j'aimerais que vous soyez clair, parce que cette quatrième conditionnalité dont vous parlez, c'est vraiment intéressant. Beaucoup de Congolais ignorent ça. C'est comme ça que nous tombons très bas, que la bassesse. Exactement. Exactement. Les constitutionnalismes, c'est un principe essentiel pour le droit constitutionnel. Alors, vous savez, lorsque vous étudiez les droits constitutionnels, l'objet même du droit constitutionnel, c'est quoi? C'est la saisine du pouvoir politique par le droit. Il y a en fait un antagonisme naturel entre la politique et le droit. Pourquoi? Parce que la politique cherche le voies et moyens pour contrôler les droits. Et lorsque la politique contrôle les droits constitutionnels se trouvent émasculés. En ce moment-là, il n'y aura pas moyen que le droit constitutionnel puisse émouvoir et assurer sa mission. Alors, évidemment, les constitutionnalismes, c'est évidemment un processus, un travail. Il faut que les acteurs fassent ce que moi j'appelle la catharsis. Les acteurs doivent se dépasser, une libération effective. Alors, les politiciens congolais, je l'ai dit tantôt, nous avons une classe politique que d'aucuns qualifient de médiocre. Voyez-vous, c'est ça aussi le vrai problème. Pourquoi? Parce que les hommes d'État ont la culture de respecter les textes. Pourquoi? Parce que ce sont ces textes-là qui nous régissent. Alors, lorsque vous les violez, d'une manière ou d'une autre, vous créez un précédent fâcheux. Exactement. Alors, lorsqu'aujourd'hui on nous parle certains disent que le président aimerait réviser la Constitution. Alors, moi, j'aimerais quand même éclairer l'air lanterne. Et en éclairant la lanterne, pour vous relancer, réviser la Constitution, et il y a certains extrémistes qui poussent loin en disant du changement de la Constitution. Alors, d'abord, ces deux mots-là, avant que vous entriez dans la possibilité de la révision ou pas, est-ce que la révision et les changements de la Constitution, ce sont des dimensions assez larges, au sens des distances, des différences ou quoi?
Alors, il y a une nuance entre les deux. Réviser et changer, il y a une différence notable. Réviser, c'est-à-dire, c'est comme j'avais expliqué tantôt, c'est la même constitution, mais on essaie d'élaguer certains articles. Oui. Changer, c'est-à-dire prendre ce que nous avons présentement, la mettre des côtés. L'élaguer complètement. Complètement. Waouh. C'est ça, changer. Alors, le problème, c'est quoi? Dans une république comme la nôtre, évidemment, aucune autorité n'a la compétence de changer la constitution. Voyez-vous? Lorsqu'on parle de la constitution, par exemple, vous avez la démocratie américaine. La constitution américaine, c'est depuis 1789. Ça n'a jamais été changé. Pourquoi? Parce que, je vous avais dit, l'autorité suprême qui est au-dessus de tout le monde, c'est le pouvoir constituant originaire. C'est lui qui nous a constitués. C'est ça, l'esprit des droits. Exactement. L'esprit des droits qui est derrière. Alors, j'attends certaines personnes dire que le président de la République n'a pas le droit de prendre l'initiative de demander la révision de la Constitution. Je me dis, waouh! Le président de la République, comme garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, la Constitution elle-même lui reconnaît le droit de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. Par conséquent, aucune personne n'a la compétence ni le pouvoir de lui en empêcher. Mais seulement, contrairement à ce que le commun des mortels est en train de dire que le président aimerait changer la Constitution, j'aimerais dire ici que le président n'est pas compétent pour réviser la Constitution. Le président ne révise pas la Constitution. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'esprit de l'article 218, on cite non seulement le président de la République, l'initiative peut provenir du chef de l'État, les garants de la nation, du Parlement. Le Parlement, c'est la deuxième institution, du gouvernement, qui est la troisième institution, ou encore les citoyens. Lorsque 100 000 personnes, 100 000 Congolais aujourd'hui peuvent saisir le Parlement d'une initiative du changement constitutionnel. Signaler une pétition, par exemple. Exactement. Mais en ce moment-là, ni le président de la République, ni le président de la République, ni les gouvernements, ni les citoyens n'ont la compétence de réviser la Constitution. Ils n'ont pas de compétences de révision constitutionnelle, ils n'ont pas les compétences du changement constitutionnel. Non plus. Ils ont la compétence de prendre l'initiative. Alors, la compétence étant d'attribution, la Constitution dit quoi? Déjà son article 19. Lorsqu'ils prennent cette initiative, non, désolé, c'est toujours l'article 218, ils doivent la soumettre au Parlement. C'est le Parlement qui a la compétence de réviser la Constitution. Les pouvoirs législatifs. Exactement. Et vous tous, vous savez que nous avons un Parlement bicaméral. Une chambre haute et une chambre basse. C'est le Parlement qui est le seul à avoir la compétence de réviser la Constitution. Alors, certaines personnes disent que le moment n'est pas propice. Moi, je voudrais dire ici que les moments, l'opportunité, la pertinence n'est pas examinée par les communs du mortel, n'est pas examinée par les citoyens lambda, mais est examinée par les parlementaires. On soumet l'initiative. En ce moment-là, on suppose que la séparation des pouvoirs est garantie et respectée. Parce qu'en fait, lorsqu'on vient avec l'initiative, les parlementaires ne sont pas obligés d'approuver. C'est à eux d'analyser l'opportunité, d'analyser la quintessence, d'analyser la pertinence. Alors, lorsqu'ici, je vois par exemple le chef de l'État, qui a évidemment le droit de donner l'initiative des changements constitutionnels, mais son initiative présentement est basée sur un prétexte que l'article 217 permettrait à ce qu'on puisse aliéner une partie de notre territoire. Je me dis waouh. Mais le chef de l'État est bien entouré, mais les gens qui l'entourent n'arrivent pas à donner au chef de l'État, je dirais, il y a des explications précises qui seront justement les soubassements de sa vision, de sa démarche. Parce que lorsque vous nous parlez de l'article 217... Qui est d'ailleurs dans les conditionnels,
qui est au conditionnel. Exactement. L'article 217 n'est pas du tout inconstitutionnel. L'article 217 est constitutionnel. Vous savez, lorsque vous mettez des histoires qui ne respectent pas la Constitution, dans la Constitution, on les appelle les inconstitutionnalités. L'article 217 est constitutionnel et correct. Voyez-vous, très correct. Je peux même vous envoyer lire l'article 53 de la Constitution française. L'article 217 est basé dans quelle partie? Dans le chapitre 7. Chapitre au titre 7, si je ne m'abuse, de la Constitution, des traités et accords internationaux. Voyez-vous, vous suivez évidemment l'actualité internationale. Vous voyez comment les Français sont aujourd'hui vent debout contre la coopération avec Mercosur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus les souverainetés en matière du commerce, par exemple. Ce n'est pas la France qui prend des décisions, c'est l'Union européenne qui prend des décisions. Lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est au niveau européen. Aujourd'hui, les frontières françaises, par exemple, mais ce ne sont pas régies par la législation française, c'est régi par la législation européenne. C'est comme ça qu'on vous parlera de l'espace Schengen. C'est ce qu'on appelle abandonner une partie de sa souveraineté. Donc ça n'a rien à voir avec on nous oblige à abandonner une partie. 217, on ne parle pas seulement d'abandonner, on ne parle pas vraiment d'abandonner une partie de sa souveraineté, on parle d'abandonner une partie de son territoire. Non, nulle part. La personne qui aurait dit ça, certainement aurait lu un autre article. Donc c'est une confusion qu'on est en train de jeter. C'est une confusion entretenue. Donc c'est par rapport à la souveraineté. C'est par rapport à la souveraineté. C'est par rapport à la souveraineté. Donc, pas les territoires. J'ai même une constitution pour éclairer la lanterne. Désolé, ma constitution, on l'a déplacée. L'article parle de la souveraineté. Super réalisateur, permettez que maître puisse avoir son document ou encore son sac pour prendre la constitution, s'il vous plaît. Donc, c'est en tout cas de l'ignorance crasse. C'est de l'ignorance crasse. C'est comme ça que moi je me demande, mais comment les gens qui entourent le chef de l'État ne lui donnent pas les armes qu'il faut pour défendre cette idée? Parce qu'il nous parlait de l'article 217. Désolé, mais c'est un prétexte de mauvais goût, de très mauvais goût. L'article 217 est constitutionnellement correct. Ouais, allez-y. L'article 217 est constitutionnellement correct. Alors, étant donné que le président a le droit de mettre l'initiative, lorsque l'initiative... J'aimerais, sans vous interrompre, que vous puissiez avoir votre document constitutionnel de façon à être à l'aise, parce que vous aviez envie, vous avez le désir de lire quelque chose de très important. Il y a des politiciens qui mettent dans la tête des gens qu'on devrait, si on continue avec cette constitution, abandonner une partie de notre territoire. Ça fait fiasco dans nos têtes. Alors, Maître Jackson Lokadi Ndiaté parle plutôt d'abandon, n'est-ce pas, d'une certaine dimension souveraine. Exactement. Alors, on va vérifier si c'est comme ça, on est éclairés nous tous. Hein. Allez-y, maître. Exactement, merci beaucoup. Alors, je m'en vais lire l'article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo, là c'est la Constitution qui dispose, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association. Mais lorsque vous entrez dans la communauté est-africaine, c'est quoi? N'est-ce pas que vous acceptez d'abandonner une partie de votre souveraineté? Je continue. Ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Nulle part on parle de céder une partie du territoire national. Waouh, ça, je dois m'atteler. Parce que plusieurs politiciens, et surtout, excusez-moi, les youtubeurs là, ont vraiment prêté confusion dans ces domaines. Et les Congolais, citoyens lambda, parleraient encore d'abandon d'une partie du territoire. Ça nous a tous emballés. Les gens broutissent les Congolais pour en profiter. Nous voilà
Oui, allez-y, tenez bien votre micro. Oui, pour en profiter, qu'il y aura la fibre nationaliste qui va se... Exactement. Wow. La Constitution ne dit pas du tout ça. Et je vous donne un exemple patent, un exemple pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière d'affaires, la Cour de cassation congolaise est encore fonctionnelle? Je répondrai par la négative. Pourquoi? Parce que nous avons cédé cette souveraineté à l'OADA. Alors, en vous suivre, vous voulez dire que le président de la République aurait tort de se baser sur l'article 217 pour impulser cette révision constitutionnelle? À me suivre, vous devez comprendre que les gens avec qui le président de la République travaille l'ont induit en erreur. Waouh! Voyez-vous? Parce que j'avais dit tantôt, c'est un prétexte qui ne tient pas la route. L'article 217 est complètement constitutionnel. Vous pouvez vérifier dans toutes les constitutions du monde, ça existe. Même dans un prochain numéro, je viendrai avec. Donc, il n'y a aucun problème. Et je vous ai même donné un exemple patent. Aujourd'hui, notre Cour de cassation en matière d'affaires n'est plus fonctionnelle. Pourquoi? Parce que nous recourons à la CCJA. Nous avons adhéré depuis 2012 au droit OADA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de casser une affaire, vous ne pouvez plus aller devant la Cour de cassation ici en ville. Non. Il y a même les plans comptables généraux congolais qui est devenu obsolète. Exactement, c'est ce qu'on parle l'abandon. Les plans comptables généraux congolais. C'est pour faire comprendre aux gens, c'est ce qu'on appelle l'abandon partiel des souverainetés. C'est justement cette notion-là. Alors, j'avais dit que toutes les constitutions du monde ont des failles. Ouais. La nôtre aussi a des failles. Mais moi, je suis étonné de voir que les gens ne soulèvent pas les vraies failles. J'aimerais quand même vous en donner certaines. Allez-y, ça va beaucoup aider. Nous avons par exemple, si on doit réviser la Constitution, j'aimerais quand même être là. Mais s'il y a des choses à modifier, nous avons l'article 10 de la Constitution sur la nationalité. Ça dit quoi? L'article 10, que j'aime beaucoup, commence par nous dire que la nationalité congolaise est une exclusive, ce qui est parfait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous allez au dernier alinéa, la Constitution de 2006 a donné à l'âge dire la nationalité congolaise aux Rwandais. Comment ça? Partant de cet article, la Constitution, je répète, du 18 février 2006, ce sont des histoires qu'on doit modifier, a donné la nationalité congolaise aux Rwandais. Alors avant, la nationalité congolaise a été régie pour la toute première fois par la loi du 1er août 1964, dite la constitution de Luaborg. Cette constitution prévoyait que Congolais, c'est lui dont son ethnie ou ses parents étaient en RDC depuis 1908. Après ça, on est passé à la loi sur la nationalité de 1981 qui prévoyait que la nationalité congolaise et congolais, c'est lui dont son ethnie ou ses parents étaient en RDC depuis 1885. C'est la raison d'ailleurs de la première guerre de la RDC. Alors, lorsque Mouzé arrive aux affaires, les autres là, ils s'étaient entendus avec Mouzé qu'ils devaient arranger pour leur permettre d'avoir la nationalité congolaise. Mouzé arrive au pouvoir, il refuse, au lieu d'échanger, il garde encore 1885. Pourquoi je parle de 1885? Parce qu'il y a eu un moment où les Rwandais étaient venus ici. Il y a eu d'abord la famine qui avait frappé le Rwanda de 1952 de 1905 à 1952. Ça avait fait en sorte que beaucoup de Rwandais étaient venus chez nous. Deuxièmement, dans le cadre de la main-d'œuvre dont la RDC avait besoin, les Congos avaient besoin. L'or, par exemple, les minéraux et tout ça. Exactement, la Gécamine. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été vaincue. Ces colonies ravies, on va donner le Rwanda et le Burundi à la Belgique par la Convention de Saint-Germain-des-Laye de 1919. Alors, la Belgique avait besoin de la main-d'œuvre en RDC. Va aller chercher en 1936 le Rwandais pour venir travailler au niveau de la Gécamine. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de Rwandais ont étudié à l'INELO. Voyez-vous? Et ces Rwandais-là étaient des Rwandais, pas des Congolais.
Pourquoi? Parce que pour être congolais, il fallait exister en RDC depuis 1885. Moi, ma grand-mère est décédée l'année passée, à 88 ans. Voyez-vous? Donc, déjà, avant l'indépendance, ses parents étaient là. Ils étaient nés depuis les années 1800. Donc, il fallait prouver que vous étiez en RDC depuis 1880. Exactement. Là. Si vous n'arrivez pas à prouver, vous n'êtes pas congolais. Alors, la troisième raison... D'ailleurs, pour ça, les Belges avaient créé la MIB, la mission d'immigration des Banyarwanda en RDC. Alors, troisièmement, en 1959, lorsqu'on a organisé les élections législatives au Rwanda par les partis Parlement Hutu, les Hutus ont gagné, les Tutsis ont perdu. Directement, ils vont se battre. Beaucoup de Tutsis vont encore venir chez nous. Juste l'année prochaine, on accède à l'indépendance. Mais ces gens n'étaient pas des Congolais, voyez-vous, ils étaient des Rwandais. Bizarrement, en 2006, on change, on place les curseurs en 1960. On nous dit désormais, il y a tout celui qui était en RDC en 1960 est congolais. Donc avant l'indépendance. Exactement. Donc à la veille de l'indépendance. Ce qui fait que tous les Rwandais qui sont ici sont devenus des Congolais. Je peux même vous estomaquer au Rwanda, lorsque vous êtes Rwandais. Même si vous avez changé de nationalité, dès que vous rentrez au Rwanda, vous redevenez automatiquement Rwandais. C'est terrible ce que vous êtes en train d'expliquer. Ce sont des choses qu'on doit changer. Des failles qu'on devrait alors élaguer. Des vraies failles. On nous parle de l'article 217 qui n'a rien à voir. Des vraies failles qui nous créent des problèmes. Les Rwandais, aujourd'hui, cherchent à nous entrer jusqu'à la moelle épinière. Maître Jackson Lokadi Njate, en tout cas, vous êtes très intéressant. Là, on a appris des choses, hein. Il faut être sincère. Hein. Je ne suis pas de ceux-là qui jettent des fleurs. Vous êtes intellectuel, ça prouve que vous êtes un intellectuel. Je ne suis pas de ceux-là qui jettent des fleurs à une personne quand elle devient cadavre. Non. Quand vous êtes vivant comme ça, je dis que moi aussi j'ai appris des choses. Alors, on va faire ceci puisque on est limité par le temps. La matière est tellement intéressante. C'est pour ça que j'avais évité de glisser parce que je connais lorsque je commence à parler. Vous savez, en privé, on avait donc d'une manière ou d'une autre convenu de parler aussi de certaines actualités. Exactement. Ça on garde, sinon on va glisser. Hein. Exactement. Alors, vous allez seulement donner une conclusion pour les numéros d'aujourd'hui et on va voir à la prochaine opportunité si Maître Jackson Lokadi serait des nôtres. On va l'inviter pour rebondir justement par rapport aux vraies failles de la Constitution que les législateurs devaient prendre en charge. Exactement. Au lieu de divaguer et de voter par des fausses failles ou autre chose. Je vous donne la parole pour la conclusion, maître. Merci beaucoup. Regardez cette caméra, s'il vous plaît. Alors, il y a vraiment des failles dans notre Constitution. Elle n'est pas la seule. Toutes les constitutions du monde ont des failles. Alors, nous connaissons pertinemment bien ces failles. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour chuter ? La Constitution, encore une fois de plus, n'est pas gravée dans les marbres. On peut réviser la Constitution, mais on ne révise pas une Constitution pour satisfaire à des besoins politiques. On révise la Constitution pour renforcer la démocratie, pour renforcer la souveraineté de l'État, pour renforcer le patriotisme. Voyez-vous, donc la société étant dynamique, le dynamisme de la société fait en sorte que lorsque la société évolue, nos normes aussi doivent évoluer naturellement. C'est la raison pour laquelle les constituants ont prévu qu'on peut réviser la Constitution. Alors je rappelle encore, le président n'est pas compétent pour réviser la Constitution. Le président ne peut qu'émettre un avis pour la modification. Mais cette modification est le fruit du Parlement. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, j'en appelle aux parlementaires. L'RDC a besoin d'un parlement à la hauteur de ces défis économiques, de tous ces défis au fait. Alors, le parlement doit fonctionner d'une manière indépendante. Le parlement ne doit pas être un parlement où, lorsque le président dit A, le parlement suit les pas. J'aimerais vous donner l'exemple des États-Unis. Mike Pence, qui était le vice-président de Donald Trump, lorsque Donald Trump a perdu les élections lors de son premier mandat, il va demander à son vice-président d'inverser les résultats. Mais sa réponse était catégorique. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, si jamais les arguments que ceux qui aimeraient modifier la Constitution sont pertinents,
Alors, les parlementaires ont évidemment le droit de les modifier. Alors, mais c'est seulement, je m'aimerais soulever un dernier point. Il y a un piège. Il y a un piège. Pourquoi? Parce que la Constitution prévoit qu'il faut recourir au référendum. Mais le dernier alinéa de l'article 218 nous dit que si cette initiative est votée des 3/5 des parlementaires, c'est mort, il n'y aura plus de référendum. C'est là où la population doit rester vigilante pour protéger notre Constitution. Merci beaucoup. Je vais même dire, cher Lokadi Jackson Diaté, puisque là, vous avez aidé pas seulement des personnalités, excusez-moi l'expression, hein, permettez-moi l'expression, des personnalités simples, mais vous avez même aidé les autorités. Et comme le président de la République est entouré de pas moins de 100 conseillers ou quelque chose comme ça, alors, chers conseillers, aidez notre président dans chaque chose, dans chaque communication, avant qu'il puisse décider de passer à une action donnée. Hein. Ça va aider beaucoup. Et cela va, d'une manière ou d'une autre, hisser notre pays toujours au Maître Jackson Lokadi Diaté. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Absi, c'est la première fois pour vous? Exactement. Ça ne sera pas la dernière fois. Non, pas du tout. À la prochaine opportunité, chers téléspectateurs. Merci.